15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, romancière à succès, dramaturge à qui l'on doit notamment la pièce Le Vieux Juif Blonde, scénariste, réalisatrice de plusieurs longs métrages. Elle était venue nous voir pour nous parler de son roman Les Gestes aux éditions Stock. Désormais, Amanda Sterz sort C, publié aux éditions Grasset, un roman puissant autour du post-7 octobre dans notre France contemporaine. L'occasion, comme toujours, de redécouvrir notre invitée et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Radio J. Bonjour Amanda Sterz. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui sur cette antenne pour découvrir bien sûr votre actualité. Mais comme c'est l'ADN de cette émission, toujours tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, on va se rafraîchir la mémoire puisque je vous ai déjà reçu et on commence par le début, toujours le début. Amanda Sterz, vous êtes née un 18 avril dans les années 70 à Paris. Votre mère Véronique Effelec est lobbyiste et avocate. Votre père Guy Maruani, auteur et psychiatre. Vous avez grandi en tant qu'aîné dans une famille recomposée de 8 enfants. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi, vous qui avez peut-être longtemps cherché votre place sur la photo? Vaste programme sur psychanalyse. Du coup, je commence par ça. J'ai un papa qui est psychiatre et psychanalyste, une maman avocate, lobbyiste, une famille assez intellectuelle qui m'a donné le goût des livres très tôt et aussi le goût de l'argumentation. Même quand on était tout petit, on avait le droit de débattre, de ne pas être d'accord, de donner notre avis, mais il fallait construire. Et je suis l'aînée de trois enfants. Donc derrière, j'ai une sœur Oriane, un frère Briag. Et ils sont. J'ai grandi pas loin de cette radio, là, de là où on est, près du parc Monceau. Un père juif d'origine tunisienne, une maman catholique bretonne qui s'est convertie quand elle a rencontré mon père. Donc des cultures différentes et des façons de voir le monde différentes. Et voilà, ils ont divorcé quand j'avais 7 ans. Et mon enfance était à la fois joyeuse, colorée et chaotique parfois. Un mélange de tout ça. Amanda Sterz, vous avez un entourage familial qui vous a baigné dans la musique aussi, l'écriture. Vous allez très tôt écrire des poèmes, des histoires, peut-être comme un refuge. À 15 ans, vous accouchez d'un premier roman qui sera refusé. De quoi parlait-il ? C'est compliqué, mais il y en a eu plusieurs. Je pense que celui-là, il s'appelait L'espoir sale. Et c'était une jeune femme qui, dans un train, rencontrait un vieil homme et qui allait transformer sa vie grâce à lui. Ce livre-là, il est refusé, mais pour autant, on va vous encourager et on va vous dire de ne jamais laisser tomber. Très vite, vous avez cette volonté, être lu. Est-ce que vous savez à ce stade que vous voulez faire porter votre voix et pourquoi ? Oui, j'ai toujours eu besoin d'être lue. J'explique pourquoi dans la préface du Vieux Juif Blonde, assez en détail, et je pense qu'on n'a pas le temps pour que je vous raconte tout ça, mais ça part vraiment d'une question et on est au bon endroit pour en parler. Ça part vraiment du moment où je découvre ce qu'a été la Shoah et que pour la première fois, moi qui suis un enfant qui pose des questions en permanence, qui demande pourquoi et qui a besoin d'explications, on peut m'expliquer la façon dont les choses se sont passées, mais on ne peut pas expliquer la raison, puisqu'il n'y a pas de raison. Et c'est la première fois que face au vide laissé par ce pourquoi qui est sans réponse, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire contre ce silence-là. À 16 ans, vous obtenez votre bac, puis un diplôme en lettres modernes à la Sorbonne, tout en animant l'émission Histoire d'en parler, qui recueillait justement les témoignages des rescapés de camps de concentration sur TFJ. Vous diriez que depuis, la mémoire, la transmission ou encore l'analyse sont au cœur de vos œuvres ? Oui, en partie. Même si j'ai pas la naïveté de croire que la mémoire va changer l'histoire. On a compris aujourd'hui que malheureusement,
C'était juste des pierres laissées sur le chemin pour que quand l'humanité se soulève de ces cycles de haine, elle puisse retrouver son chemin. Malheureusement, je pense aujourd'hui que c'est assez vain parfois. Est-ce que vous diriez que justement on en est là après le 7 octobre, que c'est une forme d'histoire qui recommence comme ça sans cesse? Oui, on en est là complètement. On est là depuis, en tout cas les signes annonciateurs étaient là avant le 7 octobre. Et le 7 octobre est un accélérateur. Vous avez publié une quinzaine de romans, dont ce dernier dont nous allons parler, qui porte la lettre C aux éditions Grasset, dont la 4e de couverture est une phrase tirée de Romain Gary. La plus grande force spirituelle de tous les temps, c'est la connerie, avec un C majuscule. Mais ce C est bien plus que ça. Oui, dans l'histoire de ce roman, on commence parce que au plafond d'un appartement parisien pousse un mystérieux champignon. Et un couple qui vit dans cet appartement, Rebecca et Gilles, ne comprend pas d'où vient ce champignon, essaye de l'éradiquer, mais il repousse c'est incompréhensible parce qu'il n'y a pas de fuite au-dessus, il n'y a pas de raison. Pas d'explication. Et donc, cette femme qui, elle, est juive traditionnaliste, mais post-7 octobre, s'est réveillée identitairement, mais aussi parce qu'elle est assignée à ce qu'elle est, bien malgré elle parfois. Cette femme de gauche qui n'a plus de maison politique, puisqu'elles se sont trahies. Et son mari, qui lui est catholique, normand, et qui commence à être un peu agacé par ce 7 octobre, regarde ce champignon évoluer. Pendant cette période de temps, Gilles tombe amoureux d'une autre femme et commence à tromper la sienne, non seulement physiquement, mais aussi moralement, puisque cette femme l'emmène vers des meetings du Rassemblement national. Alors, on va bien sûr tout dire de l'histoire. Mais vous aurez compris donc que ce champignon, cette métaphore kafkaïenne qui pousse, est symbole de cette France qui pourrit. Et eux décident de ne pas nommer ce champignon, mais de l'appeler C, parce qu'ils sont un peu gênés quand ils sont devant des gens. Ils ne veulent pas expliquer qu'il y a un immense champignon qui pousse dans leur maison. Et ce C, c'est évidemment ce qu'on ne nomme pas. Dans la religion juive, on ne nomme pas Dieu. Et là, je voulais qu'on ne nomme pas le diable aussi. Et dire que ce qui n'est pas nommé peut être ce qui est innommable parce que c'est merveilleux, mais ça peut être l'inverse aussi. Et donc, c'est un peu cette allégorie-là. Ce C, c'est le champignon sur le plafond. C'est aussi l'initiale de Capucine, la tentation. C comme contamination, couple, chute, culpabilité, mais aussi un cri étouffé, celui d'une société malade qui ne sait plus forcément nommer le mal. Ce C est la connerie naissante de chaque humain qui se trahit dans son éthique, dans son cheminement intellectuel, mais c'est aussi un champignon, vous l'avez dit, comme une moisissure de pourriture qui se propage au-dessus de notre tête depuis ce fameux 7 octobre. Est-ce que cette connerie, c'est ce qui est le démarrage de la création de cet ouvrage, Amanda Stairs? Il y avait plusieurs choses qui m'ont frappée post-7 octobre. Il y avait non seulement le fait que c'était irrationnel, que ça crée plus de haine encore alors que les Juifs venaient de vivre un pogrom, mais il y avait aussi le fait de voir sur les réseaux sociaux de la bêtise abyssale qui se propageait comme ce champignon, et de me dire en fait je n'arrive plus à avoir de prise sur les gens puisqu'on ne parle pas rationnellement. Et ça remontait évidemment à ce qui s'est passé dans l'histoire et qui se répétait comme on venait de le dire. Voilà, il n'y a pas de raison objective à cet antisémitisme qui se déchaînait. Et donc oui, la connerie est une des explications. Amanda Stairs, on se situe quelques mois après le 7 octobre, en mai-juin 2024, au début de votre ouvrage, au moment de la dissolution. Dans votre roman, les deux personnages principaux sont donc Rebecca Vermuseyn, une éditrice juive à qui tout réussit, et son mari, Gilles Delorme, un architecte breton qui travaille dans le cabinet du cousin de sa femme, qui s'intitule Mimoun. La juive et le goy, en somme, qui vont se retrouver face à leurs origines profondes dans un temps de crise qu'ils n'auraient pu jamais connaître
Après 30 ans de mariage, ce livre réveille une question. Comment une crise mondiale peut réveiller des appartenances enfouies, diviser les couples, les familles. Et vous avez une phrase que j'ai trouvée très importante dans ce livre qui est « Certaines personnes ne devraient jamais être ensemble. Ces anomalies étaient responsables du chaos de l'humanité. » Oui, il y a dans cette incarnation du couple, évidemment, la représentation de la société. En temps normal, il me faut une famille pour représenter la société. Et en fait, on est arrivé à un stade où le monde est tellement polarisé que 2 personnes suffisent. Et c'est ce qui est le plus choquant. Et la 3e personne, quand on est un couple, c'est le nous. Et cette 3e personne, elle a disparu. Et cette 3e personne dans une société, c'est le débat, la nuance, la capacité à trouver quelque chose chez l'autre qui nous permette de comprendre le monde différemment. C'est l'empathie. Et j'avais besoin de faire incarner ce couple par des gens qui viennent de mondes différents, qui, a priori, pourraient s'aimer, se sont aimés, puisqu'ils se sont aimés 30 ans. Et un jour, il y a quelque chose qui est plus possible, quoi, insoluble. Et c'est exactement ce qu'on voit quand on regarde aujourd'hui les prises de position politiques. On voit bien que le centre disparaît. Est-ce que vous l'avez peut-être, vous, observé de près, ces couples qui se séparent par idées opposées? Je pense qu'on en a tous connu. Post 7 octobre. Oui, alors... non, moi, post 7 octobre, j'ai vu des familles, beaucoup de gens au sein des familles qui commencent à plus être d'accord. Ouais. Mais c'est tellement passionnel, il y a quelque chose de très de dévorant que les gens n'arrivent plus à dialoguer, quoi. En fait, ils s'insultent ou alors il ne faut plus parler de politique et c'est très compliqué dans de nombreuses familles. Vous liez aussi le drame intime et donc la satire politique avec une ironie assez élégante. Ce couple est plutôt, vous l'avez dit, de gauche à la base, ou fréquente en tout cas ce milieu. Gilles commence à se sentir simplement français. Et puis bon, les Juifs, c'est bon. Alors que tout se fragmente pour Rebecca, qui réveille sa conscience juive. Tous deux pourraient céder aux extrêmes et réveiller la pire version d'eux-mêmes, ou du moins les transformer dans ce qu'ils n'étaient pas. C'est ce qu'on va voir. Jusqu'au moment où notamment Gilles dit à sa femme que il lui dit tu commences à parler comme Zemmour, alors que lui-même commence à assister à des conférences du RN. J'ai trouvé que c'était assez amusant, ce passage-là. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a jamais conscience de la haine de l'autre, de la haine que nous, on peut porter en nous. En fait, on le voit chez l'autre, mais d'abord, il joue un rôle encore avec elle. Il est censé être cet homme de gauche, ou en tout cas plus modéré. Et il n'a pas encore fait son coming out du Rassemblement national, puisque ça appartient à sa vie secrète. Mais quand c'est elle qui en parle, il trouve ça intolérable, puisque ça ne vient pas du même endroit. Lui, c'est chez lui, la France. Il n'en peut plus d'entendre parler de ça. Il n'en peut plus à la fois de l'immigration et des Juifs qui parlent d'antisémitisme toute la journée. Il ne représente pas grand-chose dans la population. En fait, il voudrait récupérer son pays. Alors que de l'autre côté, elle, ce discours qui commence évidemment à se radicaliser, c'est lié à une autre forme de peur. Ça vient d'ailleurs. Ouais. C'est ce qu'on va voir à un moment donné. Elle va même avoir un échange avec une certaine Edna, où elle va peut-être sortir d'elle-même, avoir un discours qu'elle n'aurait jamais pensé avoir, plus proche de la droite, si je puis me permettre de dire ça comme ça, que de la gauche qu'elle est censée épouser. Et lui, Gilles, donc lors d'un échange avec sa maîtresse Capucine, puisqu'on peut le dire, lors d'un meeting du RN avec Jordan Bardella, sa maîtresse Capucine lui rétorque qu'aujourd'hui les Juifs, ce n'est plus leur priorité, plus la priorité du Rassemblement national. Est-ce que vous le pensez, ça, Amanda Sters, que le RN a d'autres priorités, peut-être dues justement à la minorité des Juifs en France et ailleurs? Cette phrase, je l'ai entendue à un dîner. Une femme m'a sorti cette phrase à une table qui votait de façon assez décomplexée pour le Rassemblement national et à qui je rappelais les incohérences du Rassemblement national avec une droite néo-nazie ancestrale et qui ne voulait pas l'entendre et qui m'a dit mais enfin, les Juifs ne sont plus notre priorité. Et sans mesurer ce qu'elle était en train de sortir, que oui, peut-être que d'un des deux côtés, on aura le temps de faire nos valises, en fait, pas l'autre. Mais la réalité, c'est que
toutes les haines se valent et que être juif, c'est pas seulement se protéger soi, c'est garder l'humanité intacte, c'est garder notre humanisme, c'est quelque chose de très profond en nous. Et autoriser des gens qui, sous prétexte de nous défendre, se mettraient à haïr une entité quelle qu'elle soit, c'est tomber dans ce qu'on ne doit pas être, dans ce on est supposé ne pas faire, dans ce qui nous incarne, qui fait de nous un peuple en vie encore aujourd'hui, un peuple de gens intelligents et humanistes. Et c'est exactement la même chose pour moi quand des juifs disent qu'ils votent Rassemblement national, que si on apprend que, comme quand on a peur, par exemple, en Israël, et qu'on voit que quelque chose s'est passé, qu'on dit « Ah, ça doit être l'armée », on prie tous pour que ce soit pas l'armée ou que ce soit pas un des nôtres, parce que on porte la responsabilité collective d'un peuple. Évidemment, c'est compliqué. Évidemment, il n'y a pas toujours de solution. Évidemment, on a peur, mais la peur ne doit pas nous amener à devenir comme les autres. Et je pense que c'est vraiment le message du livre. Comment on arrive à rester qui on est identitairement, même si ça peut mettre en péril une partie de notre survie. Quand je vous entends parler, Amanda Ster, je ne peux pas m'empêcher de penser à la politique israélienne. Est-ce que pour le coup, vous êtes contre la politique de Benyamin Netanyahou ? Je pense que c'est trop complexe pour dire pour ou contre, comme quand on me demande est-ce que vous êtes de droite ou de gauche en France. C'est exactement ce que je dis dans ce livre, il y a des nuances. Je n'étais pas, avant le 7 octobre, je faisais partie des gens qui souhaitaient que Benyamin Netanyahou démissionne. J'aurais été ravie qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que, en tout cas sur le début du conflit, n'importe quel autre Premier ministre aurait agi différemment. Je pense qu'en face de ces exécutions et ces kidnappings, n'importe quel Premier ministre israélien serait parti en guerre contre le Hamas. C'est une question très politique que je vous pose, mais que je me pose moi-même. Est-ce que vous pensez que pour autant, qu'importe le visage qui aurait porté Israël, que ce soit Benyamin Netanyahou ou un autre, est-ce que vous pensez que le 7 octobre serait arrivé de la même manière, octobre ? Je ne pense pas qu'il soit responsable du 7 octobre. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. En revanche, il y a eu peut-être des manquements on le saura plus tard. Il y a des enquêtes, on a de la chance, on vit en Israël en démocratie, donc on va le savoir. Et d'ailleurs, c'est un des rares pays où si c'était le cas, il sera traîné en justice. Donc j'ai pas du tout à arbitrer moi sur ça, puisque j'ai confiance dans le système israélien, et voilà, on saura ça. Mais je pense qu'il y a toujours des manquements partout, mais c'est comme si on imputait la responsabilité du Bataclan à François Hollande. Bien sûr. Je vous ai posé cette question-là, surtout pour ceux qui nous entendent et qui ne sont peut-être probablement pas de la communauté, parce que souvent c'est une défense. C'est à cause de Benyamin Netanyahou, tout ce qui arrive, c'est à cause de Benyamin Netanyahou, donc ça remet un peu les choses en perspective. On revient à votre ouvrage, évidemment, Amanda Sters, où vous avez ce personnage de Rebecca, personnage principal, éditrice de gauche, auteur, absolument pas d'extrême droite, puisque vous fuyez ses dîners. Est-ce que c'est un peu vous qui êtes en elle ? Non. Vraiment pas, même si j'ai de la sympathie pour elle. Non, c'est un personnage un peu caricaturé, parce que c'était nécessaire dans ce livre. Quand on fait une satire, on a besoin de tirer les fils et que les gens puissent tout de suite avoir l'impression de connaître les personnages, mettre des visages sur eux. Je pense que sur ce livre, c'est assez clair, la personne qu'on a en face de nous. Mais évidemment, c'est un monde que je fréquente. Et il y a, pour pouvoir tourner les choses en dérision, il faut aussi se moquer de soi-même. Donc il y a des choses de moi dont je me moque dedans, dont voilà, cette sorte d'appartenance à un milieu socio-culturel qui se pensait être à l'abri quelque part de certaines choses. Vous racontez ce dîner, un dîner avec l'intelligentsia juive parisienne de gauche. Vous n'hésitez pas à citer Patrick Klugman et sa femme Noémie, mais aussi une batterie d'autres amis que vous estimez en décalage avec la réalité. Alors moi, j'estime rien, puisque j'ai juste retranscrit. Dans cet ouvrage. Oui, non, même pas. On ne sait pas ce que je pense dans cet ouvrage. D'ailleurs, je suis jamais là. Mais je l'ai fait évidemment avec la bénédiction de mon ami Patrick et de Noémie. C'est des choses qu'il peut dire. C'est juste que
je suis toujours touchée et amusée par ces gens qui veulent garder avec une forme de naïveté et de pureté, parce que c'est ça qui est assez touchant chez quelqu'un comme Patrick, de vouloir garder l'idée que cette gauche peut continuer, tenir debout. Et voilà, après, c'est les contradictions des gens qui aiment trop la politique pour parfois laisser rentrer leur objectivité dedans. Pour rentrer justement dans le détail, Patrick Lugman, voyant Raphaël Glucksmann, un nouvel espoir de reconstruction de la gauche. Nous étions au moment de la dissolution lorsque ces pages sont écrites, ou tout du moins dans la temporalité du livre, nous en sommes à ce moment-là. C'est un roman très lucide, corrosif, profondément actuel. On peut reconnaître bien sûr Judith Butler, Boualem Sansal et d'autres que vous nommez comme Kamel Daoud. Vous faites un constat terrible et alarmant de la politique belge. On n'en doutait pas, mais c'est important de le signaler. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France se rapproche davantage de ce climat d'alerte totale pour les Juifs ? Malheureusement, oui. Je pense que... En fait, je le sens quand j'arrive ici. Et en fait, il y a quelque chose de palpable et de pourri comme ce champignon dans mon livre. Je pense que si les pouvoirs publics s'emparent pas réellement, pas seulement en faisant des beaux discours ou des déclarations ou en venant planter un 100e olivier qui va encore être arraché, je vois pas comment ça peut évoluer positivement, honnêtement. Sur cette antenne, au micro de Steve Nadjar, vous avez conseillé récemment aux Juifs de France de partir pour un autre pays. C'est alarmiste, mais toujours assumé. C'est un choix que vous avez fait, Amanda Sters. Vous, en partant pour Los Angeles il y a 10 ans, après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, parce que vous craignez pour vos enfants. Cette peur des Juifs de France, aujourd'hui, elle est on ne peut plus présente. La question se pose le plus souvent. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément de savoir s'ils vont partir, mais quand et où. Vous leur répondriez quoi ? Quelle serait pour vous la meilleure terre d'asile ? Post-7 octobre, c'est très dur. On s'est rendu compte que c'était assez mondial. Justement, ces réseaux sociaux, c'est inflammable, ça passe partout. C'est très complexe, ça dépend de chaque individu et c'est pas mon rôle de répondre à ça, mais c'est mon rôle de leur dire de garder les yeux ouverts parce qu'aujourd'hui c'est évidemment... En tout cas vous, quand vous rentrez à Los Angeles, vous sentez beaucoup moins ce climat ou voire pas ? Je le sens pas, ouais. La fin de votre ouvrage est glaçante parce qu'elle laisse entendre, sans tout dire, ce que serait peut-être la France sans les Juifs, une France bien française, où le bouc émissaire n'est plus. Vous pensez que c'est la suite ? Je pense pas qu'ils vont réussir à se débarrasser complètement de nous, mais je pense qu'il y a des cycles de haine, que ce cycle de haine doit aller au bout, et puis qu'on se relèvera, que la France se relèvera, parce que ce qui est le plus désolant, c'est pour ce que ça dit de la France plus que ce que ça dit des Juifs. J'ai vraiment l'espoir qu'on va sortir de ce moment-là, que la lumière va revenir, que la bêtise va s'arrêter, mais je ne pense pas que ça arrivera sans qu'on traverse une zone de turbulence supplémentaire qui, à mon sens, n'est pas encore arrivée. Mais il y a encore de l'espérance. Oui, et puis surtout... dans l'histoire, on n'avait pas Israël, de pays fort. On n'avait pas Israël avant, dans les crises précédentes. Aujourd'hui, quoi que disent les gens, Israël debout et fort est un pays qui nous protège. Je pense que sans Israël, en ce moment, 7 octobre, il y aurait eu un autre moyen d'avoir déchaîné la haine et qu'on serait tous en danger partout dans le monde. Merci beaucoup Amanda Sters. On continue cette émission avec vous pour votre roman C'est publié aux éditions Grasset. Dans un instant, on poursuit cette émission également avec mes chroniqueurs, mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, refuse un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite si un État palestinien est créé. Il a ajouté de façon désobligeante que les Saoudiens pouvaient continuer à monter des chameaux. Plusieurs dirigeants de l'opposition ont dénoncé ces propos, affirmant qu'ils ne représentaient pas Israël et exigent des excuses de sa part. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a déclaré qu'Israël s'engageait à contribuer à la réussite du plan de cessez-le-feu à Gaza. Il exige cependant que le Hamas restitue les otages décédés restants et dans la deuxième phase du plan qu'il se désarme complètement. L'Iran a mis en garde contre toute nouvelle attaque contre son territoire. Déclaration après que le chef de l'AIEA ait exprimé sa crainte d'un recours à la force si les négociations diplomatiques avec Téhéran échouaient. Donald Trump a déclaré qu'Israël perdrait tout le soutien des États-Unis s'il tentait d'aller de l'avant avec l'annexion de la Judée-Samarie. Hier, la Knesset a approuvé en première lecture un projet de loi étendant la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Ces votes ont eu lieu malgré l'opposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les textes doivent encore passer en commission puis être adoptés lors de 3 autres votes avant d'entrer en vigueur. 2 frères jumeaux ont été condamnés pour avoir coupé en août dernier l'arbre planté en image à Ilan Halimi, torturé et tué en 2006. L'un est écopé de 8 mois de prison ferme, l'autre de 8 mois avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de dégradation de biens d'autrui aggravée, mais relaxés du chef de profanation à caractère antisémite. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas prouvé qu'il savait que l'arbre était un mémorial dédié à Ilan Halimi. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Amanda Sters et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, mais pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Amanda Sters pour son roman C'est, publié aux éditions Grasset. Tout de suite, on vous parle également littérature avec Annabelle Chakmes. J'aime lire. Et oui, on aime lire avec vous Annabelle. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Amanda. J'ai aujourd'hui eu envie de vous parler d'un livre que j'ai adoré et qui peut donner une partie d'explication aux racines du champignon de votre livre, chère Amanda. Il s'agit du livre Les complices du mal d'Omar Youssef Souleiman, écrivain et journaliste réfugié syrien, paru aux éditions Plomb, dans lequel celui-ci dévoile ce qu'il perçoit des connivences idéologiques entre l'extrême gauche française et les mouvances islamistes radicales sous forme d'essais mêlant recherche sur le terrain, témoignages et réflexions politiques. Alors pourquoi Omar Youssef Souleiman a tenu à écrire ce livre alors qu'il sait pertinemment que quelque part c'est un danger pour lui ? Alors justement, il pose les choses dès les premières pages. Lorsqu'il écrit « Je refuse que les islamistes qui ont détruit mon pays d'origine fassent de même dans mon territoire d'accueil. Je refuse qu'Israël, utilisé en Syrie comme un épouvantail pour justifier la dictature, devienne en France un simple prétexte pour récolter des voix dans les quartiers populaires. » Ce livre est d'une intelligence rare, car l'auteur décrypte avec minutie les débuts et les fondements de ces organisations terroristes,
comment les médias islamistes sont devenus de véritables tribunes pour LFI, ou encore comment ce même parti a réussi à faire d'étudiants en pleine crise existentielle de bons soldats dont l'attitude ne serait selon lui que l'expression d'une nostalgie pour une résistance fantasmée, quelle que soit la cause. On n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment à l'université Paris 8. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'on commence la lecture de ce livre, il devient presque impossible de s'arrêter, Annabelle? C'est le fait de comprendre très vite que l'auteur est un homme de nuances et de connaissances et que cet ouvrage est d'une remarquable lucidité. Omar Youssef Souleiman écrit « S'opposer à l'extrême gauche ne signifie pas adhérer à l'extrême droite. Le chemin que je choisis est le plus difficile, ne pas céder au camp extrémiste, rester libre et défendre l'état de droit. » Il écrit également « Mon origine, source de souffrance, est aussi un outil pour enquêter sur cette alliance trouble. Je viens de ce monde. Je connais la manière dont les islamistes se préparent à prendre le pouvoir. Tout cela me permet de dévoiler les racines de la haine islamiste dans mon pays d'adoption, la France de Voltaire. » Quelle serait la meilleure façon de décrire ce livre selon vous? Ce livre est un véritable cri d'alarme. L'auteur y souligne que la démocratie, la laïcité et les valeurs républicaines sont en grand danger. Non seulement à cause des réseaux islamistes, mais aussi à travers des alliances politiques qui les considèrent comme des partenaires stratégiques. Ce qui frappe particulièrement dans cet ouvrage, c'est la mise en lumière d'un phénomène que peu osent traiter et que Souleiman juge d'une urgence absolue. On peut également citer le livre de Nora Buzini, Les nouveaux antisémites. Qu'ajoute le style d'écriture d'Omar Youssef Souleiman à cet ouvrage? Alors, une véritable proximité, puisque Souleiman adopte un style vif et direct, sans détour, à la première personne. Il partage son expérience décrivant ce qu'il a vu et entendu avec une écriture entre reportage et récit beaucoup plus personnel. L'écriture est engagée, fluide et souvent percutante, avec des moments d'immersion totale. Cette approche donne au texte force et intensité, laissant peu de place à l'ambiguïté et aux zones d'ombre. Et pour terminer, votre conclusion, Annabelle? Alors en conclusion, Les Complices du Mal est un ouvrage qui bouscule, un livre miroir où l'auteur nous invite à regarder de près ce qu'aimerait nous cacher l'extrême gauche française. Il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt ou d'appeler, mais plutôt d'appeler à une infinie vigilance et provoquer la réflexion. Bref, il s'agit d'un ouvrage qui fera date à condition qu'on accepte d'écouter ce que ce patriote réfugié syrien a à nous dire. Les Complices du Mal d'Omar Youssef Souleiman, c'est aux éditions Plomb, disponible bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Annabelle Chakmes, à la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elpaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Miguel, bonjour Amanda Sters. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, moi, mon job, c'est de faire des blagues. C'est marrant parce que depuis aussi longtemps que je me souvienne, ça a toujours été un peu mon rôle. Je me rappelle la dernière fois ma copine qui m'appelle et qui me dit « Sarah, je me suis fait larguer, c'est barré avec ma sœur. » Et moi qui lui réponds « Bah ça va, il aurait pu se barrer avec ta mère. » Bah non, Sarah, elle est morte, ma mère. Bah justement, t'imagines, c'est chelou. Ou encore « Sarah, j'ai raté mon mariage. » Bah c'est pas grave, t'as réussi ton divorce, c'est toujours ça de gagner. Toujours un petit truc, quoi. Même dans les moments les plus sombres. Et des moments sombres, on en vit pas mal depuis 2 ans. En tant que personne altruiste, sympa et drôle, j'ai décidé aujourd'hui de parler à mes amis, à nos amis antisémites qui ont pas mal contribué à mes moments sombres. Alors mes chers amis antisémites, je sais que depuis l'accord du cessez-le-feu, je sens votre âme en peine. Je la sens errer dans les rues, un drapeau palestinien en berne et un bandana Free Palestine qui commence déjà à décolorer. Vous n'avez sûrement plus le cœur en joie. Bah oui, après tout, la paix arrivant, comment ferez-vous pour cracher votre valda antisémite en toute impunité? Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai trouvé 2-3 sujets à vous mettre sous la dent quand même. Sujet numéro 1, le plus connu, mais qui marche à tous les coups, les juifs contrôlent les médias. Bouh. Deuxième sujet, les juifs contrôlent les banques, le monde et Hollywood. Alors, petite parenthèse Cyrielle, si ça pouvait être vrai, ça m'arrangerait bien parce qu'en fait, j'ai toujours pas d'agent. D'ailleurs, je passe un appel. Et vu que mon dernier cachet, c'était pour jouer le petit bonhomme fendu dans un Leclerc, je suis pas sûre que ma carrière va décoller. Donc, Et enfin, le plus bateau, mais efficace, t'es juif, donc t'es riche. Ah, oui. Exactement, c'est mes 37 centimes sur mon compte et mon panier Chine que j'ai payé en 4 fois qui peuvent d'ailleurs en témoigner. Voilà, avec ça et 2-3 fake news sur le grand et très sérieux réseau qu'est TikTok et quelques articles bancals de BFM, vous pouvez au moins tenir le mois les copains, ça va hein. Mais ce n'est pas tout, parce que je tiens aussi à votre bien-être, mes chers compatriotes. J'ai décidé de mettre en place pour vous un super projet. J'ai monté une association, les Antisémites Anonymes. Je vous propose de nous réunir chaque samedi soir, Motsé Shabbat évidemment, au McDo de Porte de Clichy.
Ah oui, mince, le McDo, vous le boycottez, j'avais oublié. Allez, c'est bon, on fait ça entre nous. On dira rien à Rima sur le fil office chez les mecs Fleury Kit Kat. Elle s'en fout, Rima, elle est occupée à organiser ses fiançailles et à trouver une autre cause à mal défendre pour rentabiliser son abonnement Twitter après tout, donc vous en faites pas. Bon, allez, pas de panique, je vous sens un peu stressé. On trouvera une petite salle sympa dans la Cina de mon tonton Moché, fricassé et gefilte fiche au menu. Vous allez voir, ça va être super. Bref, mes chers amis antisémites, pour conclure, sachez que vous n'êtes pas seuls. Ça va aller, on vous juge pas. C'est vrai qu'on est beaucoup à penser que vous auriez besoin d'un peu de lumière en haut, mais c'est ok. Il y aura toujours une place pour vous dans le cercle des gens perdus mais divertissants. Continuez, vous nous faites rire malgré tout. Et puis parlons peu, parlons bien. Pour la prochaine réunion de samedi, les copains, venez nombreux. Mot de passe, shalom. Vous allez voir et boire, ambiance garantie. Alors merci à vous et merci à Amanda de m'avoir écouté. Vous voyez, chacune à notre manière, on a utilisé l'absurde pour parler de la bêtise humaine et c'est peut-être pas plus mal au fond. Merci à vous. Merci beaucoup, Sarah Albaz. À la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Amanda Sters, quelques petites répliques de cinéma pour recueillir un sentiment, une anecdote ou une émotion. La première, celle tirée d'un film encore en salle qui s'intitule Marcel et Monsieur Pagnol. L'homme qui écrit, c'est un homme qui se console. Qu'en pensez-vous ? En partie au début, en tout cas pour moi, et après c'est un homme qui console les autres. Ouais. Une autre phrase, à ceux qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas te prendre ton avenir. C'est dans Ballerina, le spin-off de John Wick. C'est charmant. Je pense qu'on est toujours maître de son destin et qu'il n'est jamais trop tard. On ne peut pas être prisonnier du passé pour pouvoir définir ce qu'on va devenir. Donc à tout moment, on a le droit de sortir de nos propres prisons. Une autre phrase maintenant, c'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. En tout cas, je crois aux accidents de parcours heureux et je pense que c'est la différence entre un destin réussi et un destin raté, c'est quand on transforme les épreuves en quelque chose qui va nous élever. Une autre phrase à présent, à la recherche de Forrester. On s'éloigne de nos rêves parce qu'on craint l'échec ou pire, la réussite. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de réussir, mais c'est quand on est sur le chemin de la réussite qu'on comprend que ça ne veut rien dire. La réussite, c'est justement les fois où on trébuche, les chemins pour arriver quelque part qui sont intéressants plus que le point d'arrivée lui-même. Ce n'est pas parce que tout ne marche pas tout de suite que rien ne marchera jamais. J'ai l'impression d'être maître Shifu dans le Kung Fu Panda. Je viens de le dire il y a quelques secondes, c'était sur le chemin l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin, c'est Kung Fu Panda. Alors, j'ai oublié ce que vous... Oui, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tout ne marche pas tout de suite que rien ne marchera jamais. Oui, c'est parce que tout ne marche pas tout de suite qu'un jour ça marche. Ouais. En tout cas, dans mon métier, il faut recommencer plusieurs fois. Une dernière phrase, ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner, d'aller quand même de l'avant, c'est d'encaisser sans jamais flancher. Je suis pas d'accord. C'est vrai ? Ouais. C'est Non. Rocky Balboa. Ouais. Moi, j'aime pas prendre de coups. Je préfère les mettre. Je préfère ne pas remettre du tout, ni en recevoir. Mais si je dois choisir, ouais. Une dernière chose, est-ce que vous avez une philosophie de vie ou une citation, un mantra, je ne sais pas, qui vous accompagne au quotidien, quelque chose qui vous rassure ou qui vous permet d'avancer ? Non, vraiment pas. Mais comme vous disiez juste avant, je pense que d'arriver à voir le monde en riant, c'est déjà une manière de s'en extraire et puis de pouvoir surmonter tout ce qui se passe. Donc je pense que la lecture du rire, c'est sans doute la preuve de la plus grande intelligence. Merci beaucoup Amanda Sters. Vous connaissez l'émission, donc le mystère n'est pas. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et je vous vois, Christian Reichaume, avec toutes ces petites notes. Qu'avez-vous à nous dire ? Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Amanda. Bonjour. J'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais vous présenter et je me suis aidé de cette image kafkaïenne, de ce champignon. Alors peut-être que ça fait écho à cette jeune fille qui a visité Prague et cette maison et qui s'est posé des questions. Alors Kafka, dans la Métamorphose, c'est un homme qui est transformé en insecte. C'est de la déshumanisation. Et dans votre livre, c'est une métaphore inversée.
En fait, c'est le monde autour de nous qui se transforme et qui se déshumanise. Alors le champignon, c'est une symbolique. Le champignon, c'est quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas totalement visible. Il y a de la contamination. Ça crée une angoisse collective. Et puis, il y a un sentiment d'impuissance. Parce qu'on essaye de le faire disparaître et il revient, même si on ne connaît pas les causes. Et puis, il y a ce C. Alors, j'ai essayé de réfléchir aussi sur ce C. Vous nous avez donné plusieurs explications. Cyrielle aussi en a donné. Et puis, il y a ce C comme connerie. Parce qu'on nomme pas le diable. Mais je vais rajouter, il y a aussi le C comme le cœur. Parce qu'il aime, même s'il a des blessures. Il y a le C comme le corps, qui imprime la vie, mais qui écrit. Il y a le C comme la culpabilité, on a le choix de se taire ou de se battre. Et puis il y a le C comme la création. Et là, c'est une façon de renaître. Alors il y a cette enfance avec ce père psy et cette mère avocate, cette famille intellectuelle, ce goût pour le livre et pour l'argumentation. Une sorte de joyeux désordre, comme vous nous l'avez dit, un peu chaotique, et puis on est l'aîné. Ça veut dire qu'on observe. Et on a déjà ce rôle de protection, de protéger un peu les siens et les entourer face à ce chaos justement et à cette difficulté entre papa qui est différent, maman qui est différent et ces mondes qui s'aiment et qui à la fois se rencontrent. Alors, ces racines multiples peuvent créer en moi une quête d'identité et une difficulté à choisir, à faire toujours ce choix entre papa et maman en fait. Et on va retrouver cette difficulté de choix. Alors cette jeune fille à Prague, elle se pose des questions et pour essayer de voir le sens, de comprendre, elle se met à écrire. Elle se met à écrire pour comprendre, pour guérir, pour réparer ses blessures. Et puis écrire aussi pour être lu, pour être entendu, pour rompre aussi ce silence, ces non-dits, combler ce vide qui peut être effrayant. Et puis elle recherche sa place aussi par rapport à la solitude. Et, comme vous nous l'avez dit, qui console les autres. En fait, je vais vous prendre une petite phrase de Kafka qui dit « Dans la lutte entre toi et le monde, seconde le monde ». Et puis, le livre aussi, c'est aussi de la transmission. Ça veut dire que vous écrivez par rapport à votre filiation. Vous écrivez pour vous remettre de cet exil intérieur. Et puis aussi en quête d'équilibre, pour remettre de l'amour, remettre du sens. Et puis ce besoin de laisser des traces. Alors, vous nous avez dit que de voir le monde en riant, c'est ce qui nous permet de le changer. Et en fait, le rire, ce qui nous permet d'échanger et de partager. Parce que le silence, ça peut être très violent. Ça peut être atroce, et c'est là que la peur prend tout son essor. Et même, on pourrait dire, si je ne ris pas, je pourrais même en mourir. Alors, une façon de reprendre le pouvoir, c'est le rire par rapport à la sidération. Par rapport au fait que ça me dépasse et je suis choqué. Et je reprends le pouvoir et je reprends le contrôle sur ce qui me blesse et ce qui me fait du mal. C'est aussi un acte de liberté par rapport à ce trauma. Ça permet de se détacher de son destin. Et c'est une esthétique aussi de survie, d'adaptation, qui me renvoie à la résilience. Alors ce qu'on a appris de vous, aujourd'hui sur Radio J, c'est qu'il pouvait être difficile de choisir. Il y a ces deux polarités qui vous guident en fait. Il y a Los Angeles et il y a Paris. Il y a cette femme lucide, mais il y a aussi de l'introspection. Il y a de l'empathie, mais il y a de la pudeur. Il y a quelqu'un qui est sensible, mais quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui veut pas prendre des coups, mais qui est prêt à en donner. Mais si on peut éviter, tant mieux. Et donc, on a le choix entre se taire ou écrire. Donc on a choisi. Et puis on peut être à la fois drôle, même si c'est tragique. Alors, pour conclure, je vais dire que vous écrivez comme on répare. Pour réparer vos blessures, lentement, tendrement et sans jugement. Vous nous montrez que parfois, la fragilité est aussi une force. Et vous en doutez, je vais encore finir par Kafka. Qui dit que je suis une cage et je cherche un oiseau. Waouh, merci beaucoup Christian Richomme, qui est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et jeudis sur l'antenne de Radio J. Merci. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Amanda Aster. Vous êtes venue nous voir pour votre ouvrage, votre romancé publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Un mot de la fin qui vous revient sur votre ouvrage ou ce que vous voulez. Vous dites vraiment ce qui vous convient.
C'est aussi C, c'est aussi un anagramme. Ça veut aussi dire C, comme les choses sont, presque comme c'est indiqué dans la Bible, c'est apostrophe EST. Et c'est aussi C, l'injonction de savoir. Et aujourd'hui, le problème, on parlait de conneries, mais voilà, l'injonction, c'est de savoir les choses, d'essayer de comprendre à travers les faits. Donc il y en a beaucoup qui sont rappelés dans ce livre, mais c'est important de le donner à des gens qui peut-être ne comprendraient pas vraiment ce qui est en train de se jouer en ce moment. Merci beaucoup Amanda Sters. Donc ce livre est à offrir évidemment précieusement, à offrir à votre entourage pour que l'on sache bien sûr et que l'on puisse avoir un nouveau regard à la réalisation audio et vidéo. Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukayev, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec Alex Good pour son nouveau spectacle Tout va mal comme le mal à 21h au grand point virgule. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati dans un instant. Après la pause musicale, ce sera le journal sur Radio J, mais je vous laisse avec une musique que j'aime particulièrement de Pidgey Morton. Belle écoute.